En avril 1946, il y a tout juste 80 ans, Gallimard publiait ceci. Pas tout à fait une première, puisque 3 ans auparavant, une maison d'édition new-yorkaise mettait en rayon les premiers exemplaires du conte de Saint-Exupéry. Et en anglais s'il vous plaît, signe avant-coureur de la portée internationale absolument stupéfiante de cette œuvre. L'écrivain français n'a pas le temps d'apprécier la réception positive de son œuvre aux États-Unis. Il est parti quelques jours avant sa sortie en librairie pour la guerre en Europe dont il espérait tant se mêler et dont il ne reviendra pas. Depuis les années 1940, le dernier écrit du pilote écrivain a largement pris son envol, comme chacun sait. En 2017, Le Petit Prince a même changé de dimension, atteignant le seuil symbolique des 300 langues de traduction, un niveau jamais atteint par un texte non religieux. Et c'est là que cet écrit se connecte à notre histoire du jour. La 300e langue du Petit Prince, c'est le dialecte hassania, le dialecte parlé par des peuples bédouins de l'ouest du Sahara, dans la région de Tarfaya, autrefois Cap Juby. C'est en effet à Cap Juby, dans l'extrême sud de l'actuel Maroc, que Saint-Exupéry a commencé à écrire sa légende. Là, au détour d'une mission impossible pour le compte de l'Aéropostale dans les années 1920, il s'est véritablement révélé à lui-même pour devenir Saint-Ex, l'homme d'action, l'humaniste et aussi l'écrivain. Alors aujourd'hui, sur Passeurs de Passé, je me propose de vous convier dans un lieu désolé, où les dunes du Sahara sont interrompues par l'océan Atlantique, un lieu dont le nom même a disparu des cartes, et où pourtant a été plantée la graine de ce qui deviendra plus tard le livre français le plus lu au monde. La scène inaugurale de ce récit se passe ici, dans le bureau encore dans son jus d'un certain Didier Dora, un bureau que l'on peut admirer à Montaudran sur le site de l'Envol des Pionniers. Didier Dora, c'est ce directeur d'exploitation à la réputation d'homme à poigne, qui est, entre autres choses, en charge pour le compte de la compagnie Latécoère, future Aéropostale, de recruter des pilotes. Ce sont des pilotes suffisamment audacieux pour oser prendre en main des appareils ouverts dans des conditions dantesques pour amener du courrier avec un grand péril vers des destinations nouvelles et que l'on défriche petit à petit. Le jeune homme de 26 ans qui se présente ce jour-là, Saint-Exupéry puisqu'il s'agit de lui, fait une drôle d'impression d'abord à Didier Dora. Il est grand, avec un air rêveur, il a peu d'heures de vol, donc la séduction n'opère pas tout de suite. Mais Dora peut constater relativement rapidement l'intelligence de Saint-Exupéry, ses connaissances techniques, et puis il se trouve que Saint-Ex a également une recommandation sous la forme d'une connaissance commune à Dora et à lui. Et puis, disons tout net la vérité, le métier est difficile, la compagnie est en essor, elle a besoin de pilotes. Alors, Dora ne fait pas la fine bouche, il embauche Saint-Exupéry, qui à cette occasion retrouve le sourire. C'est vrai que la vie de cet homme n'a pas toujours été facile. Bien que d'origine aristocratique, il a dû affronter des deuils dans sa jeunesse, celui de son père, celui d'un de ses frères. C'était un enfant rêveur avec une passion qui s'est très tôt révélée pour l'aéronautique, mais qui n'a pas pu vraiment mener comme il le souhaitait. Saint-Ex, qui est né en 1900, est arrivé trop tard pour participer à l'aventure mi-tragique, mi-fascinante des as de l'aviation durant la Première Guerre mondiale. Alors il se forme en tant que militaire au sortir de celle-ci, mais il est victime d'un grave accident qui fait que s'il obtient son brevet de pilote, il est écarté pendant longtemps de tout avion. Au mi-temps des années 20, le futur écrivain traverse une période sombre. Il enchaîne les boulots alimentaires qui évidemment ne l'épanouissent pas, et sa fiancée vient de le larguer. Tout juste peut-il se satisfaire d'avoir, au début de l'année 1926, publié son premier texte, une nouvelle nommée précisément L'Aviateur, dans une revue. Autrement dit, quand l'austère Didier Dora lui dit oui, c'est évidemment une grande nouvelle pour Saint-Ex. Mais n'allez pas l'imaginer endosser ses lunettes et son costume d'aviateur dès le lendemain. Toute personne recrutée par la compagnie doit d'abord en passer par ce que l'on appelle le Royal Cambouis. Être au niveau des mécanos comme les autres. C'est là qu'il fait la connaissance des légendes de cette aéropostale,
des pilotes qui sont arrivés peu avant lui, comme Mermoz ou Henri Guillaumet. Au bout de quelques semaines, quelques mois, la vie de pilote, il l'embrasse véritablement pleinement. Elle l'épanouit profondément, malgré des aventures épiques qui commencent à le mener vers l'Espagne, vers le Maroc, vers l'Afrique occidentale. Et voilà qu'au mois d'octobre 1927, alors qu'il est en congé, il se voit nommé chef d'aéroplace à Cap Juby. C'est évidemment une marque de confiance, mais c'est aussi une mission, vous allez le comprendre, d'un niveau de danger assez incomparable. Saint-Exupéry va être mis au challenge. Avant d'en arriver à Saint-Exupéry et à Cap Juby, vous me permettrez de passer par un petit détour pour vous raconter l'histoire de cette compagnie hors norme, l'Aéropostale, ex-Latécoère, que rejoint Syntex. C'est l'histoire d'une transition réussie depuis l'économie de guerre vers une activité civile. Et c'est une histoire qui est associée à un industriel du Sud-Ouest, Pierre-Georges Latécoère. Ce Latécoère est un industriel qui, pendant la Grande Guerre, fabrique des obus du côté de Toulouse, des obus auxquels s'ajoutent bien vite des avions. Tout de même 6 par jour qui sortent de ces chaînes en 1918. L'armistice est à peine signé que Latécoère a besoin de se tourner vers de nouvelles activités. Et il cherche un débouché civil à ses aéronefs. L'industrie est encore balbutiante. Le transport de passagers ou le fret lourd semble totalement hors de portée pour les petits avions. Mais les Samson 2A2 qui sortent des chaînes de montage de Montauban sont rapides. Et sur un créneau bien précis, le transport de courrier, ils peuvent peut-être apporter un réel gain de temps et permettre d'atteindre la rentabilité, a fortiori vers des destinations difficiles à desservir par les moyens traditionnels. Depuis Toulouse, le regard de Latécoère se tourne naturellement vers le sud, en direction de l'Espagne, et au-delà d'elle, en direction de l'Empire colonial français en Afrique occidentale. Latécoère, qui n'est pas un pilote, prend place à bord d'un de ses avions, le jour de Noël 1918. L'aviation civile vient alors de naître. Il y a cette citation de Latécoère que je vous mets ici qui résume absolument tout. Il faut franchir un nombre considérable d'obstacles pour parvenir à faire de cette entreprise une entreprise pérenne. Il faut d'abord allonger petit à petit la ligne vers Casablanca, puis vers Dakar. Et tout ça est d'une complexité folle, tant dans le fait de convaincre les autorités espagnoles de laisser leur territoire être survolé, que au niveau du fait de minimiser les risques d'accident sur des appareils qui n'offrent pas du tout toutes les garanties. Imaginez voler en plein air dans des conditions impossibles avec des avions dont la fiabilité technique est au départ extrêmement douteuse. D'ailleurs, 121 morts en 12 ans, 121 morts en 12 ans d'exploitation, cela donne une mortalité qui ferait frémir n'importe quel PDG d'un groupe de transport aérien du XXIe siècle, n'est-ce pas ? Parmi les défis à relever, il y a évidemment celui de la fiabilité et de la compétitivité. En se reposant sur un pilote expérimenté, / un homme à poigne, en la personne de Didier Dora, son directeur d'exploitation, Latécoère mise sur une figure obsédée par la ponctualité et la crédibilité des lignes aériennes. Regardez, vous vous en doutez, avec circonspection au début des années 1920. Pour Dora, quoi qu'il en soit, le courrier passe en premier. Le train postal qui attend à destination répond à des horaires précis. On soumet donc pilote et machine à une pression extrêmement intense. Didier Dora est donc le cauchemar ou la figure révérée des pilotes, c'est selon. Pour Syntex, qui lui rendra un hommage appuyé dans Vol de nuit, on peut se demander dans quelle mesure il ne fut pas une sorte de figure paternelle de substitution. Alors au quotidien, vous pouvez vous en douter, Didier Dora gère essentiellement des problèmes. Mais n'allez pas imaginer que ceci soit exclusivement dans les airs. En effet, pour relier Casablanca à Dakar, il n'y a pas moins de 2500 km. Or, l'autonomie des avions ne permet absolument pas de couvrir cette distance d'une seule traite. Il faut donc des escales. Et c'est là que ça se complique. Car sur les 5 escales nécessaires, une à peu près tous les 500 km, il en est 2 qui sont purement techniques et au milieu du désert, Villa Cisneros et Cap Juby. Et le problème, c'est que ces escales sont particulièrement périlleuses
même s'il ne s'agit pour les pilotes que d'y passer 30 minutes avant de redécoller pour un vol total qui fait un peu plus de 24 heures. Mais pourquoi de tels dangers dans des escales au milieu du désert, me direz-vous? Eh bien, vous allez assez rapidement le comprendre. Ce qui attend Saint-Exupéry, c'est véritablement une mission impossible. Pour décrire au mieux Cap Juby, donnons la parole à Joseph Kessel, un des grands hommes qui y est passé à la fin des années 1920. Lui nous parle d'un carré blanc minuscule cerné par le désert et la mer. Et c'est vrai que cette zone, très peu habitée, est surtout marquée par la présence d'une forteresse et aussi pénitencier, des Espagnols qui sont nominalement la puissance dominante dans le secteur. J'ai bien dit nominalement. Techniquement, la zone autour de Cap Juby, qui s'intitule officiellement le Rio de Oro, est un protectorat espagnol à ce moment-là, de la même manière qu'il existe un protectorat français sur l'essentiel du Maroc. Mais n'imaginez pas les Espagnols omniprésents. En fait, il y a tout autour de farouches populations bédouines qui demeurent plus que rétives à toute autorité extérieure. Autrement dit, pour implanter une escale, il a fallu jouer serré pour Didier Dora. Il a envoyé sur place un dénommé Rouag, un homme parlant très bien l'arabe et capable de négocier l'implantation d'une escale. On a positionné là un hangar, à quelques arpents du fort, et les quelques mécanos et pilotes qui passent par là devront se contenter de loger dans des baraques collées au fort, mais à l'extérieur de celui-ci. Pour les pilotes et leurs mécanos, c'est peu de dire que l'escale est stressante. Que leurs avions tombent en panne dans le désert, ce qui arrive régulièrement, et ils prennent le risque d'être pris pour cible par certaines tribus mortes des environs, notamment les Erguébats, qui prennent un malin plaisir à faire des prisonniers et à les rançonner. Une telle mésaventure arrive en 1925 à un équipage qui parvient à se dégager en utilisant son pistolet et en faisant un certain nombre de victimes parmi les morts qui les assaillent. Comme si ça ne suffisait pas, la tension va monter de plusieurs crans au milieu des années 1920. Didier Dora prend des mesures. Il impose que les avions volent par deux dans cette zone et il impose que les avions intègrent des interprètes morts pour faire face aux rencontres inattendues et complexes. Cela ne suffit pas cependant. Avec la nomination d'un nouveau chef, le colonel de la Peña, les conditions des populations locales sur place se dégradent. En effet, il leur supprime tout approvisionnement, en riz notamment. Dans ce contexte, un incident à l'automne 1926 constitue le drame de l'aéropostale dans la région. En effet, alors qu'ils ont été contraints de se poser en catastrophe, 2 pilotes en détresse et leurs mécanos sont pris pour cible. L'attaque est perpétrée par un chef réputé pour sa haine des Français. Le pilote Érable et le mécanicien Pintado sont tués sur le coup, laissant l'autre pilote, Gourp, blessé aux mains de ce groupe rebelle. Il est alors traité comme un chien et finalement remis alors qu'il est mourant contre une rançon. Et ce Gourp ne survivra que quelques jours. Autrement dit, on a une autorité espagnole rigide, des tribus très hostiles et aucune alternative possible. Le dilemme est simple. Ou bien l'étape de Cap Juby disparaît et avec elle la liaison Casablanca-Dakar, ou bien il faut sur place un homme aux qualités remarquables pour tenter de stabiliser la situation. Au moment où il est nommé chef d'escale à Cap Juby, cela ne fait qu'1 an que Saint-Exupéry est dans l'entreprise. Mais Didier Dora a eu le temps de cerner ses qualités. Ses qualités d'aviateur, certes, mais surtout ses aptitudes à conduire des relations de confiance. Donc ce n'est pas tant un poète rêveur qu'il envoie au casse-pipe en nommant Saint-Exupéry à Cap Juby, mais un homme dont il sait qu'il a les qualités pour tenir cette escale impossible. Et c'est dans ces circonstances que Saint-Exupéry va prendre beaucoup plus d'épaisseur, comme nous allons le voir. Lorsqu'il débarque en décembre 1927 dans ce lieu du bout du monde, Saint-Ex est très vite mis dans l'ambiance. Tout sur place est relativement sinistre. La baraque qu'il occupe est équipée d'un système de dynamo sur son toit, relié à un fil qui est censé donner une décharge électrique à quiconque voudrait entrer de manière inopportune, étant entendu que le logement des pilotes et du chef d'escale est à l'extérieur du fort, donc exposé à davantage de menaces.
Comme si ça ne suffisait pas, le grand Saint-Exupéry d'1,93 m a droit à un lit trop petit pour lui avec lequel il devra composer. Donc les conditions sur place sont spartiates, mais le noble Saint-Exupéry ne s'en laisse pas compter et il va vivre à la dure d'une manière qui lui conviendra, somme toute. Alors très vite, Saint-Ex fait ce qu'il sait faire de mieux, nouer des relations. Sa qualité d'aristocrate facilite son lien avec le colonel de la Peña, qui le reconnaît et le considère comme tel. Mais n'allez pas imaginer une quelconque morne. Saint-Ex est proche de ses hommes, notamment des mécanos installés sur place, tout alcoolique soit-il, comme le dénommé Toto. Dans ce lieu hostile, il resserre aussi ses liens avec les pilotes, et notamment le plus admiré de tous, Mermoz, avec lequel une amitié s'installe, malgré le maintien du vouvoiement. Mais surtout Saint-Ex fait ce que nul n'avait osé avant lui. Il franchit les barbelés. Il va au contact des populations locales. Il part poireauter et discuter, comprendre comment vivent ces campements implantés non loin du fortin. Cela sidère les Espagnols, mais construit son aura. Les tribus circulant près des côtes n'étaient certes pas les plus hostiles, mais elles sont désormais en confiance vis-à-vis de ce Saint-Exupéry. La difficulté vient du fait que le peuplement du Sahara occidental a beau être extrêmement ténu, les liens entre les clans sont d'une grande complexité, souvent d'une grande violence. Les rapts et l'esclavage ne sont pas réservés qu'aux pilotes roumis. Autrement dit, se concilier certains chefs locaux ne veut pas dire écarter toute forme de danger. Et cela, Saint-Exupéry va bien vite le comprendre. Malgré tous les efforts de Saint-Exupéry pour tisser des liens de confiance, pas un mois ne se passe sans qu'un incident notable ne survienne. À 2 occasions, l'incident est nettement plus notable. Nous allons voir ça maintenant. Et il y a d'abord cet accident au cours duquel l'avion d'un certain René Rigel doit atterrir d'urgence à quelques 35 km de l'escale. Le pilote est secouru avant l'arrivée des morts qui avaient repéré l'incident. Le courrier est même ramené à Cap-Juby. Incident clos, pourrait-on dire, au prix d'un avion HS. Que nenni, Saint-Exupéry ne peut se résoudre à laisser en rade un appareil accidenté si près de la base. Il déploie alors tout ce qui fait de lui un homme hors du commun. Il trouve le nécessaire pour improviser un chariot capable de transporter un moteur fonctionnel d'une demi-tonne. Il se rapproche des chefs morts Izarguines, implantés à proximité de la Casa de Mar, donc du côté de Cap-Juby, pour négocier des hommes armés et des chameaux. Tout ça pour conduire une expédition qui pénétrera dans le territoire de leurs rivaux, les Haïtoussa, où se trouve l'avion. Si vous suivez toujours, vous aurez compris que c'est le début d'une expédition à très haut risque en territoire interdit. L'escorte, à plusieurs reprises, manque de se défiler. Une fois qu'on est arrivé sur place, il faut encore changer le moteur et également improviser l'aménagement d'une piste sur un terrain qui ne se prête pas du tout au redécollage de l'avion une fois le moteur changé. Et là, alors que tout n'est pas encore prêt, des guerriers Haït-Oussa attaquent. Dans une scène digne d'un Indiana Jones, Saint-Exupéry tente un décollage improvisé au milieu des tirs. C'est une réussite, l'avion est sauvé, sa mission est un succès, il est porté en triomphe à son retour à Cap-Juby. Quelques mois passent ensuite, plus sereins, les pannes se raréfient, mais elle était 1928, l'inquiétude remonte de plusieurs crans lorsque l'on est sans nouvelles d'un pilote et de son mécano. Le pilote, c'est Rennes, le plus flambeur de tous les pilotes de l'aéropostale, et son mécano, c'est Serre. La nouvelle que l'on redoutait se confirme rapidement. Ils sont entre les mains des terribles ergibats qui les ont humiliés en les traînant nus derrière leurs chameaux et qui demandent une rançon absolument délirante pour les restituer. Après d'âpres négociations et 4 mois de captivité, Saint-Ex voit finalement revenir ému ses hommes sains et saufs. Peu après la libération de Rennes et de Serre, Saint-Exupéry apprend sa mutation pour l'Argentine. C'est le début de nouvelles aventures pionnières dans sa vie. Quelques décennies plus tard, Diedora, dans une interview radiophonique, a livré du passage de Saint-Exupéry une vision absolument extraordinaire, disant qu'après lui, tout conflit avec les morts était terminé et que cette escale n'a plus jamais posé de problème.
C'est tout de même aller un petit peu loin dans une vision rétrospective teintée sans doute d'émotion pour Didier Dora, car si l'escale de Cap-Juby a posé nettement moins de problèmes, ce n'est pas parce que la dissidence mort s'est interrompue, mais tout simplement parce que, assez rapidement, cette escale ne s'est plus révélée impérative. En effet, face à l'autonomisation croissante des avions de la compagnie, il était désormais possible de faire la liaison entre l'Espagne et le Sénégal, ou entre le Maroc et le Sénégal, d'une seule traite. Et donc Cap-Juby n'avait plus ce caractère impératif qu'elle avait par le passé. Pour autant, si Saint-Exupéry n'a pas fait des morts dissidents des francophiles, il aura laissé une image assez extraordinaire sur place, et surtout, il se sera révélé à lui-même, comme nous allons le voir à présent. Quelle vie de moine je mène, écrit entre autres choses dans ses longues lettres à sa mère Saint-Exupéry. Le récit conduit jusqu'ici pourrait produire une impression erronée, celle d'une mission trépidante. Au cours des 18 mois, à Cap-Juby, Saint-Exupéry a certes dû gérer quantité d'imprévus et de problèmes, mais son quotidien a surtout été rythmé par de très longues phases sans rien faire en attendant l'arrivée des avions. Dans une sorte de huis clos en terrain hostile, adossé à un pénitencier, dans des conditions de confort spartiates. Mais pour Saint-Exupéry, cette vie rude, faite de contacts intenses, a tout d'une expérience initiatique. Son sens de l'observation l'amène à porter un regard intense et empathique sur les populations locales. Le spectacle quotidien du désert que borde l'océan l'inspire. Alors Saint-Exupéry, cet oiseau de nuit, passe de longues soirées à écrire. Il rédige là, sur une table faite d'une porte posée sur 2 bidons, son premier roman, Courrier Sud. Et attendez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. À Cap-Juby, les hommes de l'aéropostale tuent le temps comme ils peuvent, et ils ont organisé une véritable ménagerie. Il y a là un singe, des caméléons, une gazelle, et même une hyène que Mermoz a attachée à un poteau. Saint-Exupéry ne fait pas exception, mais lui va donner dans un autre animal. Un fennec, autrement dit un renard du désert. Un renard. Je vous laisse regarder ce que Saint-Exupéry écrit à sa jeune sœur dans une de ses lettres. Et Saint-Exupéry de conclure ce passage de sa missive par ces mots. C'est mon rôle ici d'apprivoiser. C'est un joli mot, ça me va. Tout est dit 15 ans avant le Petit Prince. 100 ans après le passage de Saint-Exupéry dans ce pays de confins, Cap-Juby se nomme Tarfaya et se trouve dans l'extrême sud marocain, non loin de ce que l'on nomme le Sahara occidental, zone éminemment contestée. Si le bourg a bien grandi, la présence espagnole a subi les assauts du temps, le pénitencier n'étant plus que ruine. En revanche, la mémoire de Saint-Exupéry a tendance à s'aviver ces dernières années, avec l'ouverture d'un musée en 2004 et les passages fréquents du raid Latécoère qui vient comme en pèlerinage sur ces terres de légende. Cette vidéo vous aura, je l'espère, convaincu du caractère décisif du passage dans ce petit bout de terre de Saint-Exupéry dans sa trajectoire étonnante. Alors, évidemment, ce n'est pas parce qu'on s'immerge dans le désert qu'on devient un grand écrivain. Mais ici, on peut imaginer que cette expérience sera en quelque sorte précipitée, l'expression des aptitudes de l'écrivain aviateur. Et en somme, c'est au fin fond d'une cellule monacale que Saint-Ex sera véritablement élargi ses horizons jusqu'à devenir ce qu'il a fini par être. Je voudrais, juste avant qu'on se quitte, donner la parole à un de ses camarades de l'aéropostale, qui lui-même a été étonné des mots de Saint-Exupéry. Cet homme, il s'appelait Léon Antoine, et voici ce qu'il écrivait. En lisant Courrier Sud, je me suis aperçu alors que cette vie que nous avions vécue ensemble, ces paysages que nous avions survolés, ces appareils que nous avions connus, eh bien lui, Saint-Ex, nous les faisait vraiment découvrir dans leur exacte dimension. Il voyait des choses que je ne voyais pas. Dès 1927, c'était donc ça le secret de Saint-Exupéry. Un homme qui ne parlait pas la langue de ses interlocuteurs, mais qui déjà voyait particulièrement bien avec le cœur, 16 ans avant de le confesser dans ses écrits. Et voilà,
C'est tout pour cette vidéo de Passeur de Passé. J'espère que vous aurez apprécié ce format, ce décor nouveau, et que vous n'hésiterez pas à me suivre encore dans mes aventures, voire à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche quelque part dans l'écran que voici. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.